Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que le Congo Promo de Faté, Bolanda Congo Promo pour la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales. Pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême,
anniversaire au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon Sous-Bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues la Coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Raph Nguindou, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo, Raph Nguindou nde. Merci, nada bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number one. Do sito bena intellectuel. Boss Raph Nguindou, en tout cas, on a passivement bambou. Raph Nguindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Nguindou, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Nguindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcose net in a film. Congo Promo, babunda na nango. Raph Nguindou. Congo Promo. What a plus, what another boss là. Congo Promo TV, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent au loin, dans la diaspora congolaise en Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis, au Canada, la diaspora congolaise en Europe, en Asie, en Afrique, un peu de partout. Bonsoir. Banandi Bisso, Banandi Labisso, partout, Bana Congo, Bana Kin, Bana partout. Depuis Spinomote Mingi. Ladies and gentlemen, Congolese diaspora in North America, in Europe, all across the world. We're just here to have a conversation in regards to Congo's matter. Bonsoir, professeur André Mbata. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Soyez le bienvenu dans notre ville de Dallas, dans la région du Texas. Comment a été votre voyage? Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à Texas. Au Texas, je viens justement de New York où j'avais une réunion du Social Science Research Council. La réunion s'est terminée et j'ai bien accueilli l'invitation qui m'a été adressée de venir ici également visiter la communauté congolaise qui est à Dallas. D'accord. Et je suis donc heureux de pouvoir m'entretenir avec vous. Et je salue vos téléspectateurs qui nous suivent aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Afrique. Et je remercie également l'initiateur de cette chaîne, de cette télévision, et l'encourage pour l'initiative qu'il avait eue. D'accord. De bien entendu, on vous appelle constitutionnaliste. Pourquoi ce titre de constitutionnaliste? Vous êtes expert dans quelle branche du droit? J'imagine bien le droit constitutionnel, mais pourquoi constitutionnaliste? Et quel est votre rapport dans le chaos de la Constitution ou alors du régime congolais en ce moment? Bon, il faut dire que c'est une question qui implique plusieurs réponses parce qu'elle est déjà dense. Je suis professeur, je suis juriste. Oui. J'ai fait le droit à l'université de Kinshasa. Tout à fait. J'ai un graduat en droit, j'ai une licence en droit. J'ai aussi un master en droit et puis un doctorat en droit public. Oui. Spécialement dans l'option de droit constitutionnel. D'accord. Et je suis professeur ordinaire à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Oui. Il se trouve aussi que je suis professeur de recherche à l'université d'Afrique du Sud à Pretoria et j'enseigne dans un certain nombre d'universités. D'accord. J'écris sur la Constitution, j'enseigne sur la Constitution. Oui. Je dirige des thèses de doctorat sur la Constitution. Et dans notre pays, je suis également directeur exécutif d'un institut qu'on appelle l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, en sigle IDGPA. D'accord. Et depuis un certain nombre d'années, disons depuis 2013, mon institut a été impliqué dans la défense de la Constitution. Justement, nous nous sommes dit qu'à un moment donné, si le Congo doit aller de l'avant, il nous faut un état de droit dans notre pays. Et l'état de droit suppose qu'on respecte d'abord la Constitution. D'accord. C'est ainsi que lorsque mon collègue, et le professeur Evariste Seboucha, avait en 2013, je crois, publié un livre qui jetait les bases pour une révision constitutionnelle afin de donner à M. Kabila un troisième mandat présidentiel. Oui. Bon, nous étions parmi les premiers à dire non. Et c'est parti de là.
et pour dire que ça ne pouvait pas se faire. Et nous continuons sur la même longueur d'onde. Nous restons catégoriques en nous disant, si un pays doit aller de l'avant, il doit respecter la Constitution. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Oui, tout à fait. Ce n'est pas moi qui vous apprendrai que c'est un état de droit et que l'Amérique en réalité est fondée sur le respect aussi des droits et de l'état de droit pour avancer. Ouais, justement, parlant de cela, est-ce que le Congo est un état de droit? Est-ce que le Congo, c'est juste un état qui existe? Où se trouverait le Congo en ce moment par rapport à votre vue dans son existence? Je vais y revenir, mais je n'ai pas fini la première question. Parce que vous avez demandé qu'est-ce qu'on a fait. D'accord, mais quelle est votre contribution? Notre contribution dans le débat, tu es d'abord comme enseignant universitaire, tu enseignes et tu publies. D'accord. Tu publies non seulement au Congo, il faut dire ici, situer les choses. Donc je travaille dans 2 mondes. Oui. Et en Afrique du Sud et au Congo et dans d'autres universités. D'accord. Et ici, nous nous sommes dit que comme constitutionnaliste, comme juriste, le juriste doit défendre l'état de droit. Tout à fait, oui. Je suis d'accord. Il doit le défendre. Et là, il faut peut-être, c'est un peu pénible, mais il faut le dire. Il faut dire que nous autres juristes, et je parle là, c'est le juriste qui parle, et c'est aussi le professeur d'université. Oui. Nous venons, je viens d'ailleurs de Kinshasa, j'étais la semaine passée, je sais à Kinshasa, j'ai conduit un groupe de professeurs pour organiser une conférence à Kisangani sur la responsabilité sociale des universitaires dans une nation en crise. Oui. Nous avions fait auparavant la conférence sur le même sujet à Bukavu et à Kinshasa. Oui. Je disais, nous autres juristes, nous autres intellectuels, nous n'avons pas toujours fait notre devoir pour promouvoir l'état de droit dans notre pays. Voilà. Vous posez la question, est-ce que le Congo est un état de droit? L'article 1er de la Constitution dit justement, article 1er de la Constitution du 18 février 2006, la République démocratique du Congo est un état de droit. Oui. Mais jusque-là, c'est resté un rêve. D'accord. L'état de droit n'est pas encore parvenu à se consolider dans notre pays. Oui. Et c'est même, notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Je crois que vous devez sûrement le savoir. Nous sommes l'un des rares pays au monde qui s'appelle démocratique officiel. Oui, tout à fait. Et vous connaissez l'autre pays? Je vais vous le donner. L'autre pays, c'est la Corée du Nord. C'est la Corée du Nord. Justement, la République démocratique de Corée. Oui, pardon. Donc vous voyez, donc, c'est resté encore une aspiration. D'accord. C'est ce que notre peuple veut. Qu'il y ait une démocratie, qu'il y ait un état de droit démocratique. Jusque-là, on a fait quelques efforts, mais on n'est pas encore parvenu. Ok. Vous avez fait des efforts qui ne sont pas parvenus. Abordons un peu dans le même sens. Parlons de la démocratie. La démocratie doit être axée sur certains aspects, dont la liberté de l'expression, éventuellement l'organisation des élections, respecter la Constitution, organiser les élections dans les temps prévus par la Constitution. Bien entendu la conscience du citoyen congolais, à comprendre quels sont ses droits, quelles sont ses limites, quels sont ses engagements. Et puis aussi, il y a un aspect qui n'émane pas ou qui n'est pas souligné dans votre constitution. Organiser les élections présidentielles, il faut qu'il y ait un débat d'idées. Il s'avère que dans la constitution congolaise ou dans le mode électoral congolais, il n'y a pas un débat d'idées. Ma question est celle-ci. Sur quelle base les candidats aux élections présidentielles au Congo sont enrôlés? Ça, c'est dans un aspect. Dans un deuxième, s'il n'y a pas un débat d'idées dans une constitution ou dans une démocratie qui se respecte, quel est l'apport que vous donnez à la population congolaise de connaître les candidats, leur motivation et leur parcours? Couvrons l'un et après l'autre. Bon, c'est une bonne question, mais parce que nous sommes quand même ici au Texas, aux États-Unis. Lorsqu'on parle de démocratie, ça me rappelle bien 2 ouvrages intéressants. C'est d'abord Alexis de Tocqueville, un livre très intéressant qui a écrit de la démocratie en Amérique. D'accord. Et parce que nous parlons également de la démocratie en étant aux États-Unis, on ne peut pas ne pas évoquer la contribution d'Abraham Lincoln. Tout à fait. Et
Abraham Lincoln, il est connu. Eh bien, très souvent, les gens ne le savent pas. La définition la plus couramment admise de la démocratie, elle ne vient pas d'un universitaire. Elle nous vient d'un politique. D'accord. C'est Abraham Lincoln, dans un discours, le fameux discours de Gettysburg, qui évoque justement les mots de gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Tout à fait. Ce n'était pas une université, et c'est cette définition-là qui est à présent couramment admise. D'accord. Ce qui me donne aussi une idée. C'est que parfois il faut avoir de bons dirigeants. Tout à fait. Parce qu'ils peuvent avoir des idées. Oui, oui, je suis d'accord. Et voilà, il y a un dirigeant qui sait donner des idées. Mais malheureusement, en Afrique, parce que nous parlons du Congo, si vous n'avez pas de bons dirigeants à la tête du pays, il n'y a pas d'idées. Oui. Et ça me révèle, la démocratie exige justement un débat d'idées. Justement. Sans débat d'idées, il ne peut pas y avoir de démocratie. Il n'y a pas de démocratie, oui, tout à fait. Et sans respect des droits humains, il ne peut pas y avoir de démocratie. Absolument. Avant même qu'on en arrive aux élections. Oui. Parce que très souvent aussi dans la littérature occidentale, les faiblesses de la littérature occidentale, c'est parfois de réduire la démocratie aux élections. Oui. Or, la démocratie et les élections ne sont pas synonymes. Je vous suis. Ce qui est important, c'est que la démocratie, les élections sont nécessaires à la démocratie, mais les élections elles-mêmes ne signifient pas la démocratie. Je suis d'accord. Et c'est Achille Ben Ahmed, et je crois que c'est un journaliste assez connu parce que c'est le patron de Jeune Afrique. Oui. Et Achille Ben Ahmed, il disait il y a quelques années que la démocratie et les élections sont à la démocratie, c'est que le sel est à la cuisine. Tout à fait. Mais le sel ne fait pas la nourriture à lui seul. Ouais. Qu'est-ce que cela veut dire? Que toutes les élections ne mènent pas à la démocratie. Et d'ailleurs, nous parlons du Congo. Mais chez nous, les élections, ce n'est pas une donnée nouvelle. Oui. On va aux élections depuis 60. Même du temps de Mobutu, il y avait des élections. Oui. Mais est-ce que ces élections-là ont amené à la démocratie? Non. Il peut y avoir, toutes les élections ne sont pas démocratiques. Parce que même les régimes autoritaires organisent des élections. Des élections, tout à fait. Évidemment, ce dont nous parlons, et je comprends aussi à quoi vous faites allusion, ce qui nous intéresse, nous, et ce qui intéresse notre peuple au pays, oui, ce sont les élections démocratiques. Pas n'importe lesquelles. Ce sont les élections démocratiques qui doivent être libres et transparentes, qui permettent aux gens de s'exprimer. Et dans de telles élections, les candidats doivent être à mesure de s'exprimer et de défendre leurs idées et les projets de société. Tout à fait. Oui. Mais vous avez ici un pays où il n'y a jamais de débat. Ouais. Déjà en 2006, il n'y avait pas de débat. En 2011 non plus. Pourquoi il n'y a pas de débat? Parce que justement, parce qu'il y a des candidats qui ne peuvent pas débattre. Il y a des candidats qui ne peuvent pas débattre et là, on se trouve dans une sorte de démocratie de seconde zone. Mais votre question, évidemment, je le dis, celle-ci également est dense. Nous sommes, est-ce qu'il y aura élection? Nous parlons déjà de programme. Parce que si vous m'avez posé la question, je vous donnerai peut-être une autre appréciation. Est-ce qu'on aura des élections? Et il y a la CENI qui est en train d'organiser son théâtre, ce que moi j'appelais le théâtre. Est-ce que ce qui peut être organisé là, ce seront des élections libres et transparentes? Donc il y a plusieurs questions qui s'entremêlent dans ce que vous avez posé. Ce serait peut-être bon pour les téléspectateurs et que vous alliez progressivement. Comme ça, les gens peuvent nous suivre. Oui, je voudrais en fait élever le débat parce que vous êtes un expert dans la matière du droit et particulièrement la Constitution. Et je pense que c'est un apport pour le Congolais de pouvoir se cultiver ce soir et d'apprendre certaines choses qu'on n'a jamais appris ou qui n'ont jamais été abordées dans un plateau télé. Et dans le même ordre d'idées, voici ce qui chagrine tout Congolais, parce que on discute avec la diaspora et les Congolais un peu de partout. Kanabé, Joseph Hippolyte Kabila, aujourd'hui, 2 ans après la fin de son 2e mandat, n'a pas toujours organisé les élections. Cela est clair au vu des Occidentaux et de toute personne qui n'a pas envie de partir. Donc c'est un gourmand politique. Cela étant, pourquoi demandez-vous à un dictateur d'organiser les élections? Vous ne trouvez pas que c'est une perte de temps?
il va échouer et battre lamentablement tout le monde, si pas donc glisser un dauphin à lui. Ceci est clair, et pourquoi donc il y a des acteurs qui veulent aller aux élections et il y en a d'autres qui ne veulent pas aller aux élections. Comment le peuple congolais ou comment la classe politique congolaise viendra-t-elle ensemble de se mettre d'accord, ou alors on ne part pas aux élections ou on y va? Si on ne part pas aux élections, quel est le futur de ce pays? Et si on allait aux élections contre une administration qui a refusé d'organiser les élections dans le temps, éventuellement, on va dans quelle direction? Si vous pouvez essayer un peu d'éclaircir cela à votre gré. Merci beaucoup. Je crois que je vais commencer par un autre angle. Je crois, en parlant ce soir, comme à d'autres occasions, d'ailleurs aux compatriotes qui sont au pays, et maintenant je suis à l'étranger et à la diaspora, la démocratie s'arrache. Tout à fait. La liberté s'arrache. Oui. Et il appartient au peuple congolais. Très souvent, on ne doit pas... Il y a une sorte d'attentisme. Moi, je ne fais pas confiance à tous les politiciens. Oui. C'est le peuple qui est souverain. Oui. Le peuple doit réclamer la liberté. On a comme l'impression, et quand les compatriotes s'interrogent, qu'ils ont laissé, ils ont mis leur destinée oui. entre les mains des politiciens. Alors, au lieu de s'assumer eux-mêmes, donc les citoyens congolais doivent être en mesure de s'assumer. Oui. C'est lui le détenteur, c'est lui le souverain. À ce moment-là, les questions seraient posées différemment. On ne doit pas, vous parlez, on réclame les élections. Non. Le peuple doit être en mesure d'exiger les élections. Mais il faut que le peuple soit éduqué pour cela aussi, de connaître ses droits et de savoir quel moment... C'est notre devoir. Et au niveau justement de l'Institut pour l'IDGPA, l'Institut que je dirige, vous avez posé la question que nous avons fait. À un moment donné, on a eu un peu de moyens. Je vous informe que nous avions produit 40 000 constitutions. Oui. 40 000. Tout à fait. Il faut vulgariser. Évidemment, c'était en langue française. L'esprit... L'objectif était de traduire ça dans toutes les langues nationales. Oui. Et nous sommes allés à Matadi. Et nous sommes allés dans le Bandundu. Et nous sommes allés au Kasaï. Oui. Et nous avons fait beaucoup d'activités à Kinshasa parce que, justement, les Congolais sont assez religieux. On lit souvent, mon peuple, Dieu dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Oui. Et justement, il faut amener la connaissance. Il faut que les gens connaissent leurs droits. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de citoyen. Tant qu'un individu ne peut pas connaître ses droits et les revendiquer, il n'est pas un citoyen. Il est plutôt ce que mon collègue Mahmoud Mamdani de l'Ouganda appellerait le sujet. Mahmoud, pour titre de rappel, il a écrit un livre très intéressant. Oui. Citizen and Subject. Yes. Et on doit s'assumer comme un citoyen. Oui. Nous ne sommes pas des sujets. Et lorsqu'on comprend cela, oui. on se met au centre de l'activité politique. Et on exige. Mais les dirigeants, ce sont des... Ils sont au service du peuple, ou ils doivent être au service du peuple. Oui. Ouais, j'en suis. Ils doivent exiger des dirigeants. C'est pourquoi même dans notre constitution, l'article 64, il est clair. Le peuple congolais a le droit de s'opposer à tout individu ou groupe d'individus oui. qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. D'accord. Il n'y a pas que le droit. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous devons nous opposer, nous devons exiger cela des gouvernants. Maintenant, en revenant aux élections, on peut alors avancer. Oui. On peut avancer. À mon avis, vous demandez un point de vue personnel. Je crois que nous l'avions dit déjà depuis le manifeste du citoyen congolais qui avait été signé à Paris en août 2017. Nous avions réfléchi déjà à l'époque, nous nous disions, écoutez, en voyant ce qui était en train de se faire, il était clair pour nous, oui. sans drone américain, il était clair de voir dans les nuages et de nous dire qu'il n'y aurait pas d'élection en 2017. Nous l'avions dit. Et nous avions ajouté que si jamais il devait y avoir des élections, ces élections-là ne seraient jamais libres et transparentes. Oui. C'est pourquoi vos compatriotes qui étaient à Paris, ils avaient clairement, sans en vouloir à personne,
ils étaient arrivés à la conclusion que ce qu'il nous fallait une transition sans ces messieurs. Et une transition, donc il fallait des gens, une transition qui pouvait être dirigée par des non-politiciens pendant une période assez courte, pendant que les politiciens s'occuperaient de l'éducation politique. Oui. Et les gens qui animaient, les personnes qui animeraient cette transition ne devaient pas être candidats aux élections qui allaient être organisées. Voilà comment on avait conçu les choses pour en arriver aux élections libres, transparentes et paisibles et conduire notre pays vers la voie de la relève. Puisque vous parlez de conduire le pays dans la voie de la relève, ce soir, je rappelle déjà pour notre émission, à nos téléspectateurs, que nous parlons de l'émergence en fait au Congo, dans un cadre de pouvoir éduquer, encourager, libérer le peuple congolais. Alors, vous parlez d'un gouvernement de transition sans Kabila. Qui va planter ce gouvernement, déjà, de prime abord, et puis le gouvernement des transitions pourra hériter le système kabiliste, la legacy de Kabila en place, qui serait toujours un obstacle. Ma première question est celle-ci, qu'est-ce qui va planter le gouvernement de transition? Les acteurs qui dirigeraient la transition, on a vu l'Église d'une part, qui parle de la médiocrité des gages. Mais attardons-nous un peu sur cet aspect. Un gouvernement de transition qui planterait le gouvernement de transition à votre compréhension en tant que juriste. Bon, moi je partirai du même article. Très souvent on nous a posé cette question et je crois qu'on parle aux États-Unis d'Amérique et à partir d'ici, de Texas, nous avons reçu beaucoup de réactions. Même le département d'État américain a dit que c'est inconstitutionnel. La Grande-Bretagne a dit que c'est inconstitutionnel. La France a dit que c'est inconstitutionnel. Mais ils ne peuvent pas vous le dire, je ne trouve pas moi, un juriste américain qui nous expliquerait comment une personne peut rester aux États-Unis au pouvoir 2 ans après ou 3 ans après sans qu'il y ait élection. Je ne trouve pas un dirigeant français qui viendrait nous le dire. Non. Mais l'article 64, si le peuple le décide, évidemment, la question m'a souvent été posée à titre individuel. Je dis, c'est qu'on est la transition sans Kabila, ce n'est pas pour nous. Et ça, je l'ai déjà dit souvent, dit aussi à Kinshasa, je ne sais pas si on va poser la même question ici. Nous parlons ici des républiques. Vous savez, il y a 3 types, j'aime souvent le dire. Il y a 3 types d'esprits. Mais disait l'un de mes professeurs. Nous avons des esprits inférieurs, nous avons des esprits moyens et nous avons des esprits supérieurs. Les esprits inférieurs, ils passent le temps à parler des individus. Tel individu, il a fait ceci, tel individu, il est beau, Totondi est noté, ou Mela, ainsi de suite. Les esprits inférieurs passent le temps à parler des individus. Les esprits moyens, ils aiment parler des événements. Est-ce que pour mon match, on a pour emprunter le langage du Nord? Est-ce que vous avez vu ce match-là? Est-ce que vous avez vu comment c'était plein? Vous avez vu comment l'église, mon église aujourd'hui, c'était plein? Mais il y a des esprits supérieurs. Les esprits supérieurs parlent des valeurs. Ils parlent des principes. Je voudrais deviner que vous avez invité un esprit supérieur. Nous n'avons pas le temps. Et souvent, les gens nous suivent. Vous dites, ils vont parler de qui, ils vont parler de quoi? Je n'ai pas, moi, le temps de parler d'un individu. Qu'il soit beau, qu'il soit laid. Qu'il soit barbu, ou qu'il ne soit pas barbu. Qu'il soit chauve, ou qu'il ait beaucoup de cheveux. Je n'ai pas le temps de parler d'un individu. Et je ne suis pas venu non plus au Texas, mais aux États-Unis pour parler d'un individu. Ici, nous parlons justement de la République. Nous parlons des principes et nous parlons des valeurs. Je dis, si le peuple décide, vous savez mon cher ami, si le peuple décide de rester toujours esclave, il restera. Ce n'est pas vous qui allez le dire. Professeur, je vous comprends, mais vous savez qu'un peuple ne peut pas se lever du jour au lendemain et décider n'importe comment. Un peuple, c'est comme un troupeau, c'est comme des animaux, c'est-à-dire qu'un peuple doit être encadré, un peuple doit avoir un signal, le son de cloche à pouvoir suivre,
Et quand on regarde la classe politique congolaise, l'opposition congolaise, l'opposition est fractionnée, l'opposition est divisée. Nous allons aborder dans ces sens si l'article 64 est en train de donner à la population congolaise de prendre sa destinée entre les mains. Est-ce que la population congolaise est consciente assez de comprendre cet article? Et la classe politique congolaise qui s'oppose au régime en place, où est-ce que cela en est? Est-ce que vous pensez que l'opposition joue un rôle assez pour éduquer un peuple qui, 32 ans après, n'a jamais connu la liberté de l'expression ni la démocratie, et qui traverse encore 17 ans sous un président qui les oppresse? Comment ce peuple va se lever pour prendre sa destinée entre les mains et chasser celui qui l'oppresse, à votre avis? Bon, mais je crois, je reviens à ce que je disais avant. On ne doit pas laisser ça entre les mains des politiciens seuls. Mais éduquer un peuple, c'est votre responsabilité ou si vous êtes comme intellectuel? Je suis d'accord. C'est la responsabilité des médias. Tous ces amis qui sont dans la presse. Oui. Informer le peuple. C'est aussi la responsabilité des pasteurs. Et on a combien d'églises? Vous savez, à Kinshasa, il y a une église sur chaque avenue. Et j'ai l'impression, j'ai appris aussi que même au Texas, oui, il y aurait des milliers d'églises. Il semble qu'il y a chez les Congolais une personne qui a une vision chaque nuit. Ouais. J'espère, je ne sais pas si demain, vous ne verrez pas un pasteur au Texas qui a sa propre vision pendant qu'on parle. Il y en a d'autres qui sont en train d'avoir des visions peut-être. Donc c'est aussi la responsabilité des pasteurs. C'est aussi la responsabilité des églises. Et là, c'est quelque chose d'important. Je ne m'en veux pas vraiment aux religieux. Qu'est-ce que c'est qu'une église qui ne peut pas enseigner la libération de son peuple? Je suis d'accord. Si le Christ revenait aujourd'hui, oui, ça ne serait pas un discours de Mabonza, ça ne serait pas un discours d'offrande. Non. Le Christ, c'est d'abord libérer le peuple. Il est venu libérer le monde. Il est venu libérer le captif. Une église qui ne sait pas mener un discours de libération, mais il ne faut pas y aller. Oui. Ouais. Donc c'est la responsabilité des églises. Je vous ai dit que nous sommes en train, dans le pays, on est en train de faire des conférences d'universitaires. Et j'évoquais tout à l'heure Kisangani et Bukavu. Mais c'est la responsabilité de ceux qui se disent intellectuels. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est la responsabilité d'éveiller l'intellectuel, c'est qui? L'universitaire, c'est qui? Et au Congo, on a combien de gens qui se disent intellectuels? Apparemment, au Congo, tout le monde est intellectuel. Tout le monde est même docteur. Tout le monde est prophète. Tout le monde est tout au Congo. Ouais. Mais c'est notre responsabilité commune d'éduquer ce peuple, d'éduquer les masses de notre peuple. Et c'est seulement en éduquant. Si nous pouvons y arriver, la démocratie pourra trouver des bases. La question, les responsables politiques ont aussi un grand rôle. Oui. Ils ont un grand rôle, il faut le reconnaître. Mais est-ce qu'ils font assez? Sûrement pas, vous avez la réponse. Ils ne font pas assez. Et puis même lorsque nous parlons des politiciens au Congo, mais il y a des gens qui sont là, qui font ce que le politologue français Jean-François Bayard a appelé la politique du ventre. Beaucoup de politiciens congolais font la politique du ventre. Peut-être les gens, parce que c'est quand même une émission, on doit inscrire les gens. Oui, Jean-François Bayard, je crois qu'il faut que j'explique le livre de Bayard. Oui, bon, pour question de temps, je pense que nous couvrons ce que le Congolais voudrait entendre ce soir. C'est une crise du continent africain en général, mais puisque nous parlons de la République démocratique du Congo, on va rester sur le Congo. Comment vous expliquez qu'un chef d'État arrive dans un pays pauvre, il n'est pas millionnaire ni milliardaire, et 5-10 ans après, vous trouvez que cet individu est parmi les milliardaires au monde? Y a-t-il des garde-fous dans la dirigeance ou la gouvernance du Congo? De quelle façon que les chefs d'État est payé ou de quelle façon que le chef d'État s'octroie ces millions ou ces milliards? De quelle façon que les Congolais qui nous suivent peuvent comprendre le salaire du président vient d'où et comment le président part de 0 à des milliards? Mais il y a justement des garde-fous. Il y a des garde-fous dans notre constitution. Et vous savez que quand un chef, d'abord, la première des choses, c'est quand vous êtes élu président de la République, vous prêtez serment. Je jure respecter la constitution.
Et lorsque vous avez été le président de la République, vous devez déposer la liste de vos biens. On doit savoir, quand vous êtes élu président de la République, vous avez quoi? Pour qu'à un moment donné, on soit en mesure de surveiller. Malheureusement, donc, il y a ces checks and balances qui existent. Mais ça ne fonctionne pas. Parce que les gens ne veulent pas les fonctionner. Les magistrats qui devaient être indépendants pour contrôler tout ça, ils ne le font pas. Tout à fait. Et on est un peu dans une sorte d'amnésie collective. Donc c'est un régime dictatorial, corrompu, contrôlé, corrompu, oui. Et il y a la manipulation. Il y a la manipulation. Donc vous ne comprenez pas, quelqu'un qui n'avait pas de maison, il en a. Je vais vous dire, vous avez évoqué l'Afrique. Je vais vous dire une chose. Mais au Bénin, il n'y a pas de palais présidentiel. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Au Bénin, si vous êtes élu président de la République, et cher ami, vous restez dans votre maison. On viendra meubler votre maison, on met la sécurité, mais vous restez dans votre maison. Et le matin, vous allez au bureau, vous rentrez. Donc, chez nous, c'est un régime de corruption. C'est la corruption. Vous avez même des gens qui construisent des maisons, on vous dit, il y a un boom immobilier. Oui. Mais d'où vient cet argent-là? C'est la corruption qui a été institutionnalisée, un système de gouvernement dans le pays. Et tout ça, c'est quoi? C'est avec la tolérance et de la population, et des intellectuels, et du peuple, et de tout le monde. C'est-à-dire qu'on est payé dans les antivaleurs. Dans les antivaleurs, et vous voyez ça, vous vous taisez. Mais là, peut-être, il faut vous donner une idée. Je crois Einstein avait raison. Il disait un peu ceci. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais il sera plutôt détruit par ceux qui voient les autres faire le mal et qui ne disent rien. Et nous sommes dans une société où les gens ne disent rien. Et nous devenons finalement tous des complices. On ne dit rien par peur, parce qu'on a peur. On ne dit rien parce qu'on participe aussi à la corruption elle-même. Et finalement, les gens se taisent. Ce sont les antivaleurs qu'on élève. Et on va vous dire, vieux Wan Azali bien. Mais d'où tire-t-il son argent? Donc, on est dans des antivaleurs dans ce pays-là. Et tant qu'on est dans ce système-là, vous avez ici l'un des pays les plus riches de la planète, en termes de ressources naturelles. Tout est au Congo. Nous avons tout. En fait, il faut pleurer. Nous sommes potentiellement le pays le plus riche de la planète. Tout à fait. Et c'est ce qui crée même ce conflit. La controverse, c'est quoi? Et nous avons la population la plus pauvre. Le Congo devait être aujourd'hui en mesure d'assurer le leadership sur le continent africain. Pas le Nigeria, pas l'Afrique du Sud où on se trouve. Tout à fait. Mais à cause de notre médiocrité collective, entre guillemets, nous avons laissé la pourriture. Et le pays qui devait gouverner, et voici qui est pris à la remorque, parfois par des petits pays, qui ne signifient rien. Et nous avons croisé les bras, et nous nous sommes tus. Et pour nous être tus, vous et moi, nous sommes tous devenus responsables de la pourriture de la situation. Et cette responsabilité, ce n'est pas seulement les Congolais qui sont au pays, mais aussi c'est la diaspora. Je veux vous poser la question. Est-ce que M. Kabila porte-t-il le Congolais à cœur, ou il a le mépris du Congolais, ou encore que son cœur n'y est jamais depuis qu'il est arrivé au Congo, à votre avis, par rapport aux actions de sa gouvernance? Bon, je crois que je l'ai dit au début. Vous avez élevé le débat et les grands esprits ne parlent pas des individus. Et je ne veux pas parler de l'individu. D'accord. Et pour le reste. Oui. Mais c'est clair que le pays est détruit. Est-ce que c'est. Je crois que ça saute aux yeux de tout le monde. Tout à fait. Bon, il faut peut-être lui poser lui-même la question. Je ne suis pas, dans tous les cas, je ne serai jamais son porte-parole. Et dans tous les cas, ce n'est pas le professeur qui le prend à aucun moment pour être son porte-parole. Le pays va mal, et les évêques l'ont dit. Le pays va mal et très mal. Le pays qui devait assurer le leadership est au niveau le plus bas. Nous sommes aujourd'hui, comme l'écrivait Kamana il y a quelques années, c'est le pays de tous les espoirs du continent qui est devenu le pays de toutes les inquiétudes. Oui, le Congo, on le signale déjà que la République démocratique du Congo est la plus grande nation noire au monde. Sur le continent africain, en ce qui concerne l'espace, la densité, 2 345 000 km², le Congo est après l'Algérie. L'Algérie, c'est le plus grand pays, le premier du continent africain, et après c'est le Congo parce que le Soudan a été amorcé. Et
dans cet ordre d'idées, comme vous avez dit, par rapport à nos richesses sous-sol, le potentiel congolais, le produit national brut du Congo, c'est l'équivalent de l'Europe et des États-Unis, et encore les États-Unis et la Chine combinés. Dans cet état d'esprit, et dans le cas où nous nous trouvons, je me demande si le peuple congolais, dans son marasme de la pauvreté, de la misère, de la faim, n'a-t-il pas perdu l'espoir? Bon, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Le peuple n'a pas raison de perdre l'espoir. On n'a pas raison de désespérer. On n'a pas. Et vous évoquez nos ressources. Mais le Congo, ce n'est pas que les ressources naturelles, mais ce sont les ressources humaines. Oui, tout à fait. Combien d'ingénieurs dans le monde entier? Combien de spécialistes dans le monde entier? Combien d'intellectuels aux 4 coins du monde entier? Je suis aux États-Unis, c'est sûr. J'ai appris qu'à Dallas, il y aurait au moins environ 100 000 Congolais. Oui, mais nous ne pouvons pas contribuer dans un régime dictatorial, dans un régime qui est sous surveillance de ANER, de toutes les agences. Vous devez lutter pour que ce régime change. D'accord. On n'a pas droit au désespoir. Ouais. Et moi, on m'a toujours dit, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Tout à fait. Hein? Ouais. Moi, je n'appartiens pas à un peuple de pleurnichards. Oui, je vous comprends. Ceux qui vivent doivent continuer à lutter. Je refuse d'être faire partie d'un peuple de pleurnichards qui disent non, notre mal vient des autres. Non, nous devons nous assumer et il n'est jamais trop tard. C'est le moment. C'est aussi pendant le temps des grandes crises qu'on se reconnaisse les grandes nations. C'est dans une crise comme celle-ci, dans des tourments comme ceci, que les Congolais de partout peuvent se réveiller pour dire maintenant il nous faut reconstruire notre pays. Parce que c'est tout ce que nous avons au monde. Vous pouvez être aux États-Unis, en Europe ou en Afrique, c'est ce que Dieu nous a donné. Reconstruisons, mettons nos intelligences au service du Congo. Et si nous le faisons, ce Congo va se mettre debout et l'émission s'intitule Le réveil du Congo. Oui, tout à fait. Et ce Congo n'a pas de choix. Il doit se mettre debout, il doit se mettre, il doit se réveiller, le Congolais doit se réveiller. Tout à fait. Nos consciences, nous devons réveiller nos consciences. Nous devons être conscients parce que très souvent, nous avons tendance à être inconscients. Oui. Et nous avons, surtout quand nous sommes à l'étranger ou ailleurs, nous avons tendance à nous enfermer dans nos bibliothèques. Oui. Nous avons tendance à rester dans nos bureaux climatisés en perdant de vue notre conscience. Professeur, et là, vous allez à ces vidéos, on n'a pas beaucoup de temps de faire. Oui. Il nous faut absolument retrouver notre conscience. Je suis d'accord avec vous, dans le même ordre d'idée. Vous avez parlé tout à l'heure au niveau international, la communauté internationale. Éventuellement, quand on parle de la communauté internationale, on voit les Nations Unies, on voit l'Europe également, et dans l'entretemps, la Belgique qui nous a colonisés. Pourquoi la communauté, d'abord, pourquoi le Congolais doit attendre quelque chose de la communauté internationale? Pourquoi la communauté internationale doit-elle venir chez le Congolais, envoyer tout un balai de diplomates pour calmer et la population et l'opposition congolaise? Le Congo est un pays souverain. Le Congo appartient aux Congolais. Qu'est-ce que le Congolais a à attendre de la communauté internationale et pourquoi même le Congolais permet à la communauté internationale de venir lui dire ce qu'il doit faire pendant que le Congolais est tué nuit et jour, pendant que les femmes congolaises sont violées, pendant que le Congo est pillé, il est au chaos. Ne trouvez-vous pas que quelque part, il n'y a pas un sens de se faire écouter par un acteur d'une organisation internationale ou une communauté internationale qui n'est pas présente ou qui n'arrête pas le meurtre qui se passe au Congo? Est-ce que ce n'est pas une perte de temps ou peut-être ce n'est pas une ignorance ou un manque de conscience même? Bon, une chose d'abord à dire, c'est qu'il faut ici retrouver De Gaulle. Oui. Et De Gaulle disait, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Tout à fait. Évidemment, ils viennent, ils ont des intérêts chez nous. Oui. Les Chinois sont là-bas, les Américains, les Français, ils ont des intérêts chez nous. Ils vont continuer à avoir des intérêts chez nous. Je suis d'accord. Ça, il ne faut pas se leurrer. Alors, pourquoi ils ont aussi une responsabilité? Parce que le régime que nous avons en place, oui. Qui a mis en place? Qui le maintient? Mais c'est cette communauté. Et il y a des complices
La communauté internationale, dès que vous mettez à la tête d'un pays une personne qui n'a pas les compétences voulues, mais qui vous permet de piller ce pays-là, mais qu'est-ce qu'on vous dit? On va vous dire, bon, on a besoin qu'il reste. Parce qu'on a cette opportunité de continuer à piller. Oui, en fait, en anglais, on dit ce gouvernement-là is the face of a franchise. C'est-à-dire, c'est une bande d'investisseurs, la mafia des investisseurs, qui tient à un groupe au travers duquel, en fait, ils continuent à faire leurs affaires. Donc, c'est un business, en fait. Donc, voilà, vous l'avez bien dit. Donc, on est là un peu ce qu'on a appelé en Afrique du Sud, les multinationales, les pays étrangers, ils ont capturé l'État. En Afrique du Sud, on a parlé de state capture. Ouais. Donc, ils n'ont pas intérêt, et ils ne s'intéressent pas à la démocratie. Nos libertés, elles leur importent peu. C'est le business. Et parce que je parle quand même aux États-Unis, il y a un chef d'État américain qui disait the first business of the United States is business. Yes. C'est ça ce qui les intéresse. Alors maintenant, le Congolais, quelle est notre position? Évidemment, nous ne pouvons pas non plus nous passer de la communauté internationale. On doit leur dire, on doit leur parler compte tenu du rôle qu'ils jouent. Mais la première responsabilité, la responsabilité première pour que le Congo se mette debout, elle revient aux Congolais eux-mêmes. C'est très important. Nous n'y sommes pas encore arrivés. Nous devons nous prendre en charge. Le Congolais ne sera pas construit par des Américains, ni par les Français, ni par les Belges. Il sera d'abord construit par les Congolais eux-mêmes. Et que les Congolais, partout où ils se trouvent, ils ne peuvent pas se dédouaner. Je parle des Congolais de l'intérieur. Je parle des Congolais de la diaspora. De la diaspora également. Et parce que là-dessus, vous n'avez pas tendance à me poser des questions. J'estime qu'autant nous nous plaignons de nous-mêmes, nous sommes responsables, nous sommes responsables à tout vous ne pouvez pas avoir une diaspora si importante à l'étranger qui ne fait rien. Je dois relativiser. Il y a des composants de notre diaspora qui font un grand travail. Mais nous aimerions en voir plus. Mais nous parlons de la communauté internationale. Mais si nous avons 100 000 Congolais à Washington DC, mais ils devraient tout le temps, chaque jour, dire à M. Trump, ce n'est pas comme ça. Ou dire à tous ces gens qui profitent du Congo, être là-bas, leur dire ce n'est pas comme ça. Cette communauté ne devait pas les laisser tranquilles. Imaginez si nous avons 100 000 Congolais à Bruxelles. Et Bruxelles, c'est la capitale de l'Union européenne. Tout à fait. Mais ils ne pouvaient pas laisser l'Union européenne tranquille. Je crois que nous devons prendre conscience que ce sont nous qui sommes au pays, que ce sont nous qui sommes à l'étranger dans la diaspora. Nous devons jouer un grand rôle. On ne peut pas dire non, on ne nous permet pas d'aller, mais à partir d'ici. À partir d'ici, si vous décidez que ce monsieur, un tel gouvernement, il ne nous représente plus, vous vous faites entendre, vous au moins, le gouvernement des pays dans lesquels vous vivez, ils vous font confiance. Parce que vous avez les talents, parce que vous travaillez chez eux, vous payez les impôts ou les taxes, vous contribuez à leur économie. Et certains d'entre vous participent même aux élections. Il y a moyen d'influer. Donc je suis en train de dire, et de l'extérieur, il y a également notre peuple qui est au pays. Et je viens du pays. Et je suis maintenant aux États-Unis d'Amérique. Ils se disent, mais quand vous parlez un peu aux compatriotes des États-Unis, est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi faire plus? Parce que ceux qui nous pillent viennent de là. Parce que les multinationales qui viennent nous piller, ils viennent de là. Et ils connaissent ces gens-là. Est-ce que nos compatriotes ne peuvent pas faire quelque chose? Et à ce moment-là, le combat d'ensemble et des Congolais de l'intérieur et des Congolais de l'extérieur, il amènera au fruit. C'est-à-dire jeter les bases d'un développement ou d'un redressement d'un Congo qui puisse enfin se mettre debout. Professeur, demain, vous avez une conférence ici à Dallas, dans la région du Texas. Vous allez parler aux Congolais de la région de Dallas qui vous suivent en direct ce soir. Quel est votre message? Que doivent-ils attendre de vous? Pourquoi doivent-ils venir vous écouter? Qu'est-ce que vous leur apportez? Merci. On aura conférence demain à Dallas, au Texas. J'invite les compatriotes qui sont ici aux États-Unis, qui sont à Dallas, et je suis heureux que d'autres sont même venus d'en dehors de Dallas. Et d'autres sont venus d'autres États pour suivre cette conférence. Voilà mon message. Vous ne viendrez pas écouter un homme. Vous ne viendrez pas écouter un homme qui a des réponses à vos questions. Vous venez pour qu'on parle du Congo. Vous venez pour qu'on réfléchisse sur le Congo ensemble.
je n'amène pas de solution. Nous venons pour échanger. Et ce cadre, je crois que de plus en plus, nos compatriotes qui sont à la diaspora devaient avoir l'occasion de se retrouver. Oui. Pour se dire, mais qu'est-ce que nous faisons pour chez nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Le pays est en danger, c'est ce que je veux dire. Et c'est ce que les compatriotes qui sont dans la diaspora connaissent. Mais lorsque votre pays est en danger, lorsque vos parents, vos frères, sœurs, cousins, neveux, nièces, vos grands-parents sont en train de mourir, pouvez-vous être aux États-Unis et vous taire? C'est la question que je poserai. Lorsque le pays se porte si mal, lorsque rien ne marche alors que nous avons tout, c'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'intellectuel neutre. Lorsque vos frères sont en train de mourir, chers compatriotes, a-t-on le droit de se dire neutre de cette ère? Lorsque une population est réduite dans les conditions infrahumaines au XXIe siècle, lorsqu'un pays qui devait exercer le leadership sur le continent et même dans le monde et devient la risée du monde, a-t-on le droit d'être aux États-Unis et de se taire? J'invite donc les compatriotes à venir. Je sais que vous allez aux prières. Je crois ici il faut prier pour le Congo. Quand vous êtes allés à la prière, nous vous attendons. Venez qu'on discute en chambre, ensemble, qu'on puisse échanger, parce que nous n'avons pas de choix. Cette génération doit contribuer à sauver le Congo. Et je vais terminer par une pensée de Franck Fanon. Franck Fanon disait ceci, je crois que je vais reprendre la pensée, et que ça doit, on peut en retenir quelque chose. Fanon disait, toute génération doit, dans une certaine relativité, découvrir sa mission. Ayant découvert sa mission, un choix, accomplir sa mission ou la trahir. Les Congolais de Dallas qui vont venir demain à la conférence, je leur dirai également la même chose. Découvrons notre mission comme Congolais, que nous soyons au Congo et dans la diaspora. Et quand nous l'avons découverte, et nous l'avons déjà découverte, c'est celle de contribuer à sauver le Congo. C'est celle de faire en sorte que notre pays se remette debout. Et quand nous l'avons découverte, notre mission, choisir entre l'accomplir et la trahir. Et je ne veux pas croire que les Congolais de Dallas ont choisi de trahir leur mission. Nous avons une question qui nous vient d'un téléspectateur qui nous suit sur Facebook. La question se pose, vous ne trouvez pas que la CENI et le gouvernement Kabila est en train de retarder les élections simplement pour bien travailler les trucages et la tricherie de glisser un candidat qui va continuer la legacy de M. Kabila? Je sais que vous n'êtes pas ici pour parler d'un homme, mais c'est une question qui nous vient des téléspectateurs qui vous suivent. Qu'en dites-vous? Mais c'est une question intéressante. Je suis le premier, il faut être modeste. Peut-être quelqu'un d'autre l'a trouvé. Dans tous les cas, je suis celui qui a inventé la métaphore en 2013. La métaphore, c'était quoi? J'ai utilisé la métaphore du triangle du glissement. Oui. Qui font partie de ce triangle? Vous savez, le triangle a 3 angles. Oui. Pour moi, le triangle du glissement est construit. Le premier angle, c'est le gouvernement. Oui. Le deuxième, c'est la Cour constitutionnelle. Tout à fait. La troisième, c'est la CENI. Le premier angle, c'est le gouvernement. Il ne veut pas des élections. Oui. Ils veulent rester au pouvoir pour l'éternité. Ils ne donnent pas les moyens à la CENI. Ils vont vous dire qu'on a les élections qui demandent 1 milliard, mais on donne à la CENI par mois 10 millions. Faites le calcul. Dites-moi si vous allez arriver au milliard. Donc, le gouvernement qui ne veut pas des élections ne donne pas l'argent, les ressources à la CENI. Et la CENI qui est complice du gouvernement dit, écoutez, nous n'avons pas les moyens, tout ça qu'on reporte. Parce qu'ils sont complices du gouvernement. Ils vont choisir un autre complice qui s'appelle la Cour constitutionnelle. En cas de force majeure, faites-nous un arrêt qui dit que nous ne pouvons pas, et la Cour constitutionnelle fait un arrêt. Voilà ce que j'ai qualifié depuis plus de 3 ans de triangle du glissement. Donc, le compatriote qui pose la question sur le Facebook, il a totalement raison. La CENI, la Cour constitutionnelle et le gouvernement font partie du triangle du glissement. Alors, merci. On
continue, il y a une autre question qui vient de Facebook. Oyo ezali na lingala. Alors, namoni, il y a les bosso batuni. Est-ce que yo, ozali congolais, so ozali congolais, loba na lingala, oyo mususi ya mibale, mama moko a komi alobi boye. Yango mibale na biso bakei wapi? Bakomi ko violer biso, bakomi ko boma biso. Mboko oyo ezali 85 millions ya population. Mibale musala na bango ko tchaka biso bazemi babotsa biso to babondela biso. Yo oza mwana mboko sali pe mobali. Yo lobini. Il y a les bossons nazali congolais, nazali nationalité musulmane, nazali congolais et puis fier de l'être. Parce que l'année que Congo il faut ételem. Et puis écotelem. Parce qu'on a la détermination. Oui. Et on va le faire. Bateau bazali na désespoir, na kanisi bazali na région. Le Congo va se mettre debout et il se mettra debout. Sikoyo bamibali bakende wapi? Mais wana za mutuna ngana répondre te mutunyoso mobali nyoso mutuna wana ngana za mobali na kende wapi na kende isikate tango makambo zali na za na mboka telemi na telemi mibali nyoso pe batelemi mibali nyoso mutuna na bapesi bino moto moko na moko répondre mutuna wana bamibali bakende wapi? Est-ce qu'il y a des hommes dans ce pays-là? Bon répondre basi na bino. Alors bon omoni prof nazamona kin donc Morana na koli na botami question nanga siko mutuna ya lipe boye ville à Kinshasa ezali na 15 millions ya batu, ça veut dire que tiezana eza pays mobimba koleka pe ba pays mingi na mikili na poto. Alors bana kin bazomona masolo pe ndenge ezokende mais toyoki lelo que bana kin bakoma mutu nyonso akoya lelo soka yesu yango bokende boye balandi oya boye balandi oya za congolais te aza étranger bayoki mais tango mboka wana ezali na plus de 1 million ya bato. Est-ce que bana kin lelo 1 million ya bato ekokobima te na mboka wana eganga mingongo pe lakisa pe que tosi tolembi eyinda kaka ngana lobisko na ndenge donc ya mwana menado mwana kati na ndenge ya mwana kin. Alors yo siko yo corriger ngai soki na yela on ndenge mabe mais na ndenge na yebi révolution et ya raté il faut botola démocratie pesa ndenge wana faut bundele tumba toyo kasiko pe pa na yo kulutu yo pe mwana kini pe neti ngai comme ça ba oyo pe balobaka français te ba yo bana ndenge lingala siko masolo on ndenge ezokende parce que et komi na confusion na bobangi na pe bolembi yo sikoyo et ya nalo ezani. Mais aussi on peut dire bobangi eleki mingi bobangi eleki mingi yo zaki étudiant na campus omona ba marché ezali sous te bobangi ezali mingi. Ensuite répression yepe mingi bazo kanga bato ata mako baza ozana photo na cell phone na WhatsApp bakangi yo bobangi nde eleki mingi. En dehors ya bobangi ezali penzala okomona na ba jeune na biso mingi bato bazali corruption et comme na mboka wana corruption na koloba tende na bato ba jeune bazol ba jeune ba oyo toteli motema ko bango nde bako bongisa mboka ba jeune mususu bazali plus corrompu ko ba mikolo corruption bobangi et puis kozanga idéal kozanga idéal oui parce que beaucoup ko da 15 millions bateau bazali te mais bateau bazali seulement 100 000. Oui. Mais beaucoup pour n'avoir pas convaincre bien. Tout à fait. Il y a un bon année toujours mon abambo comme si américain bazo occupé territoire na biso. Bazangi bateau bazangi idéal. Il y a un toujours le bas des beaux congolais oh ils ont une nation na biso. Oui. Bateau balali mingi tout là qui peut mingi ba intellectuel peut balala qui mingi ba pasteur peut balala qui mingi to comme tout le bateau. Balamuka. Bato balamuka ba construire mboka na bango. Dire bato bazolanda biso bana Congo, bana Kin, bana partout, bana mikili, bana États-Unis. Omuniga masolo pe ndenge komi alors tozali na mobeti ya politique monene, mutangi c'est politique oyo tobengi constitutionnaliste professeur André Mbata. Ezali te que titre na nenga mabanga, mais ezali titre ya mutoyo que donc atanga mukanda oyo babengi droit. Il y a tanga constitution donc constitution et sopi et ya sopi constitution. Ye donc nde ayebi masolo ndenge kendaka tito vandi boezali pona ko lamusa conscience ya peuple congolais
Pour n'avoir ça va na Congo que Kobanga ils ont na mogote mais il faut que les menailo ko yolingi. Alors pour récupérer Congo na ndenge zali c'est 85 millions de gens et oya te kaka boye na ndenge moko ya gratuit ça va demander beaucoup. Il faut que Téléma pour Bundelambo, c'est-à-dire Congolais Téléma, Congolais debout. Et ce soir, pour ceux qui nous suivent en français, on a fait un pont entre le lingala et le français. C'est-à-dire que l'émergence de la conscience congolaise, c'est une façon de dire que le Congolais se tienne debout, que le Congolais se réveille. Parce que si on ne se bat pas nous-mêmes pour notre pays, que ce soit dans la diaspora, que ce soit ceux qui sont au pays, ce n'est pas la communauté internationale qui va venir pour se battre à la place du Congolais. Ezali etumba na biso moko bana mboka donc to continuer etumba ezala bandeko na biso oyo pe bazoko ya bazoko bundela mboka oyo to bengi ba opposant na bandeko na biso pe ya église bakambi c'est-à-dire ce n'est pas côté moko ndeko bunda ezali koya ensemble na ndenge te que mabele oyo bakoko na biso batikela biso ezali mabele na biso. Aujourd'hui je vous garantis que en tant que Congolais dans la diaspora américaine, ici aux États-Unis. Ça fait pratiquement 25 ans que je suis ici. J'ai contribué dans le milieu américain en tant qu'un cerveau. Mais je peux vous dire déjà que les Américains sont prêts de l'eau. Il y a ça l'échange, c'est-à-dire que prenez les États-Unis et donnez-nous le Congo. Parce qu'ils comprennent que Mbokawana, avec tout le potentiel qu'on a, 3 ans ou 5 ans, c'est beaucoup pour aller au bateau, babosana Amérique, babosana Dubaï, babosana Poto. Il y a moyen que les Congolais totalement, que le lot Poto et Banaroye Panabiso. C'est-à-dire que nous avons tout ce qu'il nous faut pour ne même pas envier l'Europe. Ce n'est pas parce que je suis ici ou j'ai été en Europe, mais dans cette conscience-là, en associant les efforts, par tout ce dont nous avons parlé ce soir, je crois que le Congo a un pays dont le monde entier nous envie. C'est ce qui contribue d'ailleurs à la guerre d'aujourd'hui. Alors ezali mboka ya bakoko batikela biso bana diaspora boyoki professeur Nanenga lobi ezali te ke tumbaka ya bawo bazali na terre ezali tumba ya biso nyoso na libanda pe bana kati. Et dans un autre paramètre, je pense que les lots Moutei Mounene oyo azali Moutei qui ne parle pas par émotion mais qui a parlé en termes juridiques, qui a parlé en termes constitutionnels, qui a parlé en termes de démocratie. Professeur, on aura parlé, on est à la fin, on veut clôturer notre émission. Quel est le dernier mot que vous avez finalement pour le Congolais, s'il doit garder son espoir, et dans cette bataille qui continue, tout ce que nous savons, c'est que le pays se cherche entre et aller aux élections sous la pression de la communauté internationale et ne pas aller aux élections. Mais si demain matin, il y a 1 million de gens qui vont aux urnes et votent, il y a 84 millions d'habitants n'y vont pas, la communauté internationale va déclarer que le Congo a un nouveau président. Dans cette circonstance, quel est votre dernier mot? Bon, merci beaucoup. Moi, je vous salue une fois de plus. J'espère qu'on sera demain. J'ai aussi l'intention de saluer ceux qui sont à Dallas. J'ai l'intention de parler avec vous pour qu'on échange sur le Congo. Nous allons voir ce qui va se faire. Il faut rester éveillé. Le peuple, la démocratie, c'est d'abord le gouvernement du peuple par le peuple. Tout dépendra de ce que le peuple va décider. Donc ici, il faut conscientiser les gens. J'ai dit au début, si nous voulons rester esclaves, nous resterons esclaves. Tout à fait. Ce n'est pas un intellectuel, ce n'est pas un professeur d'université qui viendra vous libérer. C'est la volonté du peuple. C'est la volonté du peuple. Nous, on donne seulement les idées. On donne notre contribution de voilà quelle est la voie empruntée. Mais ici, je crois qu'il nous faut nous assumer. Il nous faut, de plus en plus, surtout pour ceux qui sont à la diaspora, consacrer un temps pour le Congo. Nous pouvons être à l'étranger, mais ce n'est pas chez nous. Dieu nous a donné un pays, le pays le plus beau de la planète. Il faut songer à chez nous. Il faut construire chez nous. Il faut nous mettre au service du Congo. Et là-dedans, il faut que le changement arrive au Congo. Et quand il y aura changement, il faut investir dans ce changement-là pour que le pays se reconstruise. Donc je vous attends, vous ne viendrez pas m'écouter. Moi, je vous attends pour vous saluer. Je vous attends également pour vous encourager.
Je vous attends pour vous dire qu'il n'y a pas de place pour un désespoir quelconque. Nous ne sommes pas de ceux qui pleurent, mais de ceux qui luttent, et je vous remercie. Merci. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que vous.